Bonjour, c'est déjà le Sharp 13, le chiffre porte-bonheur. Le temps passe vite. On est content de te retrouver, Sandrine. Comment vas-tu? Très bien. Bonjour, Très bonjour bien. à tous. Bonjour. Donc, on a une semaine plutôt riche, comme d'habitude. On va s'intéresser à l'IA et à la presse. Je pense aux États-Unis, c'est ça, c'est ton sujet? Oui, avec une initiative du Los Angeles Times de tenter de créer par l'IA des points de vue contradictoires et qui ne marchent pas encore très bien. Et puis, sur un sujet passionnant qui est celui de l'éducation, on va entendre le fonds d'investissement norvégien, le plus grand fonds souverain du monde, qui a choisi de mettre en avant une école suédoise qui est d'abord une école de business et qui est devenue l'institution la plus connue culturelle de Stockholm et de Suède. Donc c'est une école musée en quelque sorte. Alors, parlons un peu du Los Angeles Times. Eh bien, la disruption du système médiatique américain se poursuit. Alors évidemment, ça date pas d'hier, mais on voit bien qu'il y a une accélération qui se passe sur la notion d'objectivité. Ouais. Alors, la presse a adopté l'IA et l'IA générative depuis un bon moment, avec des tas d'usages de type euh, résumé, proposition d'optimisation de l'édition pour les journalistes, data journalisme, avatarisation des journalistes, enfin plein d'utilisations qui se répandent. Et là, on assiste à une nouvel usage qui est tenté par le Los Angeles Times, qui est dans la rubrique opinion, de présenter automatiquement des points de vue contradictoires du texte proposé. Mais en fait, Euh, sur le site qu'on a vu là, ça avait l'air tout à fait normal en fait. Qu'est-ce qu'il y a de... Ah, c'est Alors, ça, en c'est Voice. apparence, tout est normal, mais comment glisser de l'objectivité à la manipulation, enfin, à mon sens. Ouais. La rubrique opinion a changé de nom, elle s'appelle Voices. Donc, ce petit glissement sémantique sert en fait à catégoriser en opinion, y compris des articles de la rédaction qui auraient un angle particulier. Et Alors donc, attends, ça veut un dire article de la que... rédaction peut être contredit par cette automatisation finalement des opinions. Ah, tous les articles à la moulinette et on dit ils sont plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt du centre, c'est ça? Alors on va voir un exemple. Donc dans Voices, on dit attention, c'est pas objectif, c'est pas de l'information. Ce sont des articles avec des points de vue, alors qu'ils étaient faits par des contributeurs extérieurs ou par des D'accord. journalistes. Des tribunes, Et quoi. voilà par exemple un exemple d'article sur l'importance de la prévention pour résoudre le problème des sans-abri, qui est lancinant en Californie. Et en bas de page, on voit apparaître une petite interface qui est activée par Perplexity, donc une IA qui travaille beaucoup avec les groupes de presse et qui s'appelle Insight. Donc, on la clique volontairement et dans cette interface, on a en C'est dans fait, LA Times Insight, c'est ça? Oui, ok. voilà, C'est ça. donc on va avoir quelque chose qui classe l'article, qui va dire cet article est plutôt de centre-gauche, de Ok. centre-droite, de gauche, de droite, radicale, etc. Donc ça, c'est fait par une interface qui s'appelle Particle.news, qui a été lancée par des anciens de Attends, Twitter. j'ai Et l'impression qu'on a vu passer la tête du président, là. tout à Euh, fait. Alors, je vous donnerai un peu le contexte Ah, aussi pardon. après, mais j'explique juste comment ça marche. Ok. Donc, d'abord, on vous dit d'emblée, c'est un article de tonalité de centre-gauche. Et Ouais. ensuite, dans Perspective, on a un onglet plutôt, qui donne des points de vue contradictoires. Ces points de vue contradictoires ne sont pas faits par des journalistes, mais par Ah, l'IA Perplexity. Donc, ils vont dire, bah, en d'accord. fait, c'est pas forcément le facteur principal, c'est pas forcément le manque d'investissement de l'État, mais c'est aussi l'inefficacité des associations d'aide aux sans-abri. Voilà, un certain nombre de points de vue dont l'origine est sourcée. Hein, c'est le propre de Perplexity de sourcer et surtout d'avoir des ressources d'actualité. Hein, ça ne s'arrête pas plusieurs mois avant. Ça travaille vraiment sur Donc ça, l'actualité. c'est de l'IA. Ça, c'est de l'IA Perplexity, ce Voilà. qu'on voit. Donc, c'est D'accord. les différentes vues sur le sujet. Hmm. Donc, ces vues, en fait, qu'est-ce qui est reproché à ce système? C'est que d'une part, ces points de vue contradictoires ne sont pas supervisés par la rédaction. Donc, l'IA arrive directement sans filtre sur le site. Et on arrive à parfois des manques de background. Alors, il y a des biais, notamment
sur une source qui est citée dans l'article, la même source est utilisée pour donner un point de vue contraire. Donc, Ouais. c'est un peu bizarre. Voilà. Ouais. Puis, ça revient à dire que toutes les sources se valent et tous les points de vue se valent. Et notamment, il y a eu un article sur une région où le Ku Klux Klan était très, très présent dans les années du XXe siècle et Ouais. où l'éditeur explique pourquoi finalement ils devraient se pencher sur leur point de vue sur leur passé de Ku Klux Klan. En fait, Et tant que je comprenne, ils ont un article, un journaliste a écrit sur le Ku Klux Klan, et en dessous, il y avait une contradiction portée par voilà, Perplexity. il analysait en fait les traces que laissait le Ku Klux Klan dans la mentalité locale. Ouais. Et l'insight contraire était de dire que le Ku Klux Klan n'était pas tant un mouvement raciste qu'un mouvement d'affirmation historique dans un contexte des années 20. Voilà. Oui, on voit Donc ça. un relativisme. Oui. Donc ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est de l'IA, donc c'est objectif. Le deuxième, c'est quels sont finalement les éléments pour juger de l'orientation d'un article. Alors, Particle.news donne tout un cadre qui est à la fois la sémantique, mais comment le sujet a été cadré, qu'est-ce qu'il préconise comme action, quels sont les jugements moraux, etc. Donc, c'est relativement au point, parce que cet outil, il a été fait non pas pour juger du biais de rédaction professionnelle avec des cartes de presse, mais il a été fait pour finalement apprécier des sources qui ne sont pas journalistiques, qui sont par exemple des billets de blog, des influenceurs, et notamment, c'est utilisé par les agences de presse, y compris Alors, ça, c'est de l'AFP. l'IA aussi. C'est de Tout l'IA à fait. Mais en qui gros, prend un ça sert à article. catégoriser des contenus non journalistiques. OK. Et là, ça a été utilisé pour catégoriser des contenus journalistiques, y compris issus de la rédaction du journal. Alors, D'accord. pourquoi c'est biaisé? Dans quel contexte ça s'est fait? C'est que le Los Angeles Times suit un peu finalement le destin du Washington Post. Il a été racheté en 2018 par un investisseur qui s'appelle Patrick Soon-Shiong, qui est une personne d'origine asiatique, mais qui est née en Afrique du Sud. Et donc, il fait partie de cette Ah, c'est mouvance lui. des investisseurs conservateurs. Alors, il vient plutôt du domaine de la Voilà. santé. Hein. C'est un chirurgien, un chercheur qui a découvert pas mal de choses, qui a travaillé sur la transplantation, aussi qui a découvert un médicament pour le cancer, donc qui a fait sa fortune plutôt sur la santé et qui a racheté en 2018 le Los Angeles Times et qui a suivi finalement le même mouvement que Washington Post, c'est-à-dire que c'était un journal qui soutenait plutôt les démocrates traditionnellement, c'est un journal californien. Et en octobre 2024, il a dénié à la rédaction la possibilité de soutenir Kamala Harris, avec à la clé des départs, des licenciements et des désabonnements aussi. Ils ont eu 2000 désabonnements suite à cette décision. Mais finalement, il a continué dans cette veine qui est la même que celle de Jeff Bezos, de dire par exemple, je vais mettre en place un compteur de biais dans ce qui est produit par la rédaction. Et là, on atteint encore un degré supplémentaire qui est relativiser ce qui est publié et qui relève d'un choix éditorial. Hein, donc, toutes les rubriques opinion sont sensibles dans les journaux, mais il y a un comité éditorial qui va éditer une ligne, qui va dire je ne publie pas ça, etc. Bon, ça ne suffit pas aux propriétaires. Il faut démonter finalement chaque opinion qui est éditée. Alors, finalement, eux, ils disent au contraire, je lutte contre la bulle de contentement et finalement, je viens donner d'autres points de vue, mais ces points de vue sont des points de vue automatisés. Donc, ça pose vraiment question. Et ça pose question, mais les journalistes donc s'en vont, refusent ce système ou acceptent finalement de côtoyer des articles, enfin pas des articles, de l'intelligence artificielle qui contrebalancent ce qu'ils écrivent ou qui contrebalancent leurs propres enquêtes finalement. Alors, ça contrebalance pas les enquêtes, ça contrebalance les articles qui expriment une opinion. Donc, une partie de la rédaction est partie,
Il y avait 2 prix Pulitzer qui sont partis, hein, donc voilà, c'est quand même un journal qui a été fondé en 1880 et quelques et qui a plus de 50 prix Pulitzer, donc c'est un journal prestigieux, qui a une grande tradition comme le Washington Post, qui a eu jusqu'à 800 000 exemplaires vendus, hein, et qui aujourd'hui est en dessous des 80 000. Hein, donc tous ces journaux sont quand même dans une crise de Bien leur sûr. monétisation, de leur lectorat. Mais je dirais que s'il reste une chose aux médias, c'est quand même la force de la ligne éditoriale. Et aujourd'hui, ça met à mal totalement toute ligne éditoriale. Alors, on pourrait dire il y a des biais qui vont être corrigés finalement dans cette démarche. Et cette démarche de pluralisme, est-ce qu'elle est mauvaise? Mais alors, c'est assez drôle parce que le journaliste qui a écrit cette opinion sur le Ku Klux Klan a fait un article pour parler finalement de ce que ça a suscité. Oui, c'est l'article qu'on a vu là, où je sais plus. Ouais, et sa conclusion, c'est de dire bon, alors d'une part, quand même, la réponse ne dit pas le Ku Klux Klan, c'est bien, donc il faut aussi être nuancé dans le jugement qu'on a. Mais n'oubliez pas que cette fonction est une fonction facultative, que vous êtes libre de la cliquer ou pas, et que si vous ne la cliquez pas, elle va disparaître. Donc, ce qui est une façon assez maligne de dire qu'il continue un combat de l'intérieur, qu'il continue à chercher à exprimer, parce que l'objectivité journalistique n'existe pas, tout le monde l'a appris en école de journalisme, mais par contre, l'honnêteté journalistique, ce qui est un peu différent. Et donc, il dit, bah, en fait, finalement, la nature ayant horreur du vide, si vous n'utilisez pas cette fonction, elle va disparaître. Donc, voilà, c'est finalement quelque chose qui est assez intéressant à suivre, je trouve. Alors, l'IA qui est utilisée, c'est Perplexity. Perplexity, c'est une IA donc, qui travaille sur l'actualité et qui veut travailler avec les médias. Hein. Ils ont signé des deals. C'est une sorte de gros moteur de recherche en langage naturel, donc qui permet finalement quand même de laisser les médias dans le paysage. Donc, Oui. c'est peut-être quand même aussi à encourager. Ils ont fait des deals notamment avec le Spiegel, avec Prisa, en France avec Numérama. Et en même temps, ils sont en procès avec le Wall Street Journal et le New York Post sur la rémunération. Mais donc, c'est quand même une IA qui est en dialogue avec la presse. Et je crois que c'est notre travail à tous en tant que lecteurs, en tant que journalistes, d'essayer finalement de combattre des choses qui paraissent pas très vertueuses et d'adopter celles qui sont aussi vertueuses, puisque le data journalisme a fait beaucoup pour l'enquête d'investigation. Donc l'IA joue aussi un rôle extrêmement positif dans l'enquête. Oui, j'ai l'impression que bon, il y a des milliardaires de la tech qui sont idéologues. On en voit tous les jours aux actualités, comme Elon Musk ou d'une certaine manière Marc Andreessen. Il y en a d'autres, je crois, qui pensent sincèrement que le progrès, c'est justement, puisque les audiences baissent et que les gens utilisent de plus en plus des moteurs de recherche et d'autre part des systèmes automatisés d'information, c'est de mélanger les deux. Je pense que ça part pas nécessairement d'une mauvaise idée. En revanche, quand tu vois la proposition et quand tu rappelles effectivement les audiences finalement aujourd'hui sont toutes petites, ça caricature même en fait la presse. Et en plus là, c'est des rubriques opinion, donc c'est des rubriques de tribune en fait, avec vraiment des opinions dans le système américain très très différentes. C'est quand même fou que les comités éditoriaux ou les rédacteurs en chef ne puissent pas dire à leur patron, vous êtes quand même un peu en train de scier la branche sur laquelle on est, presque Non, le ils journal veulent que vous avez. réorienter le journal, c'est clair. Donc, ils le font sous couvert d'un outil. Ah, c'est la machine Oui, qui dit que. oui. Voilà. Donc tu penses Donc, que c'est vraiment ça le leurs problème, quoi. intentions sont claires. Hein. Ouais, ouais. Oui, c'est-à-dire en fait c'est une entreprise idéologique comme celle de comment dire, peut-être Elon Musk au fond, plus que Alors, de par Bezos. exemple, pour lutter contre la bulle spéculative, La Croix a fait la bulle de polarisation, je veux dire. Oui. La Croix avait lancé un truc que je trouvais très bien, qui était de faire dialoguer deux lecteurs qui étaient opposés sur une question. En fait, ils sont allés recruter, c'était cette année, en 2024, ils sont allés recruter sur les forums et les commentaires des gens qui avaient des points de vue diamétralement opposés. Ils les ont fait se rencontrer et parler ensemble pendant 1 heure. Je crois que ça s'appelle D'accord. Faut qu'on parle. Et ensuite, ils les ont interrogés à la fin sur finalement à quoi ils étaient arrivés. Donc, je trouve que il y a des initiatives comme ça qui sont intéressantes pour justement lutter contre cette polarisation et cette bulle de contentement. Et ça passe pas forcément par la technologie.
Oui, oui. Non, mais de toute façon, je pense qu'il y aura beaucoup d'erreurs. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une histoire incroyable. En plus, si j'ai bien compris, les anciens, maintenant, de l'extérieur, les anciens journalistes du Los Angeles Times, interviennent et donnent leur point de vue. Donc, on est dans une Oui, nouvelle ils balancent surtout balance. parce que ceux qui sont Ils sont employés ne peuvent restés. pas. Ouais, Et ouais, donc, c'est eux qui ont révélé notamment que l'IA n'était pas supervisée et n'était pas relue, quoi. ouais. Super. Bah, écoute, ça montre que c'est en train d'évoluer, hein, entre le moment où tu as eu le grand rassemblement média en scène et maintenant, on voit que tous les jours, il se passe un truc qui correspond à cette mutation, on va dire, hein, parce que c'est transformation permanente, quoi. Oui, oui, parce Écoute, que c'est un dévoiement, parce que Particle.news, c'est une app que je vous invite ouais, vraiment à télécharger. C'est intéressant ouais, d'avoir des gens qui vous décryptent, par exemple, sur des blogueurs bien dans un sûr. conflit, finalement, où est-ce qu'ils se situent. Donc, Ça marche que sur ça les reste blogs intéressant, américains mais il faut raffiner le truc. et Pardon? sur les blogs français, si tu mets un blog français, ça marche aussi ou non, c'est que sur le contenu américain? Ah non, non, bah après, sauf que tu as une perte de richesse du fait que c'est D'accord. traduit, hein, c'est toujours pareil, hein, l'IA, mais toutes les IA, à part Mistral, voilà, et encore Mistral n'est pas alimenté qu'avec du français, c'est que de toute manière, on passe par le prisme de la traduction. Donc ça D'accord. sera moins fin, ça c'est sûr. Ok. Ok. Bon, super. Écoute, Donc à suivre. à suivre. Merci. Donc, voilà le sujet important de cette semaine. Ça a été aussi le sujet du premier petit déjeuner du Club du Kiff. C'est finalement, est-ce que l'éducation est pas la meilleure autodéfense ou le meilleur outil ou les meilleurs outils pour se préparer, voire résister si on a envie de résister à l'intelligence artificielle qui est maintenant partout. Donc, on a eu ce débat avec des gens d'opinions très différentes. C'était très intéressant. Et on a notamment fait référence d'une interview qui a été proposée par le plus grand fonds souverain du monde, qui est le fonds norvégien. Ils ont interrogé le patron d'une école de commerce, la première école de commerce suédoise de Stockholm, sur la position stratégique qu'ils ont pris en mettant de l'art partout dans cette école. Et pour quelles raisons? Donc il faut quand même un peu voir le contexte. Qui est ce fonds norvégien? C'est le premier fonds souverain mondial qui gère, je crois, 1700 milliards de dollars. Parce que c'est des trillions, alors on ne Over sait jamais en 80 français. countries around the Mhm. world have Beaucoup. sovereign wealth funds, Beaucoup. C'est state-owned énorme. On va funds that voir. invest the country's cash reserves for the long-term good of its Donc citizens ça, c'est and the ils economy. expliquent, c'est un sujet du Wall Street Globally, Journal. assets under management in all SWFs Et on va total voir le patron de ce fonds. $12.8 trillion, Voilà, up c'est more than décrit. Et c'est quand même de tenfold over the l'investissement à last 2 impact. decades. We have Oui, invested in voilà, 9,000 c'est lui le companies patron, around the world. Nikolai We Tangen. own 1.5% of all the equities in the world. In Europe, we own close to 3%. And then we 3% own de tous les actifs bonds financiers and du we monde en own real Europe. estate. That's Nikolai Tangen, the man in charge of Norway's sovereign wealth fund valued at roughly, get this, $1.7 trillion. Donc It's a c'est big des fund in a small country, milliers right? de And you milliards. have a lot of stakeholders, Voilà, people who want to des trillions. Pas des billions, des trillions. say in pretty much everything, right? And so you have to navigate this. I would say the ministry has been tremendously important. Donc ça dépend de la politique, mais il y a des règles I think we have d'investissement. great politicians in the country, but we need to navigate all these stakeholders, and that's a very, very interesting exercise. At the end of 2023, Tangen's Government Pension Fund Global Et donc topped c'est the pour list of financer les such retraites et funds, donc aussi followed by préparer China's l'avenir du CIC pays. and SAFE Et investment donc voilà, company, c'est le premier devant with le two fonds from the chinois. Middle East, Donc c'est Abu pas, Dhabi c'est and très très Kuwait, très important. C'est rounding financé out sur the les world's top recettes five. du gaz, It's no Mhm. coincidence that pétrole. so many of the countries with large sovereign wealth funds, like Norway, Voilà, c'est important de comprendre le contexte parce qu'ensuite, toute l'interview, tout le podcast est fait avec une tension comme un investisseur qui regarde une proposition de gestion d'éducation. Ils font souvent des podcasts sur l'éducation. Et puis, qui essaie de voir ce que ça apporte, de faire ce qu'a fait la Stockholm School of Economics, qui est donc la première école de commerce suédoise, qui est un mouvement extrêmement impressionnant d'introduction de l'art. Et donc, il interroge le doyen de cette école, qui a une perception et une compréhension très articulée de ce qui est en train de se passer, et notamment sur la question des valeurs,
parce que c'est le fond, Hi everybody, et de I'm l'IA. Nicolas Et donc, Tangen, il a the un CEO of podcast, le Norwegian monsieur. Sovereign hein. Wealth Fund, and today we have a very, very special guest. Lars Stranegård is a dean of Stockholm School of Economics, which is one of the finest business schools in Donc Europe. là, on And a un Lars, you Norvégien have qui interroge un Suédois revolutionized the avec Stockholm School passion, of Economics, and we are going to talk about that today. So warm welcome. Thank you en so anglais. much. Great to be here. Now, Et son one of the podcast big est vraiment things très we've done is really intéressant. to Bah, introduce je trouve culture déjà and significatif learnings about qu'une culture personne into aussi this. occupée Why prenne le is temps de faire un culture podcast important in business education? et Because it's when we say l'importance culture, que we ça mean a. Et c'est arts, extraordinaire we parce que mean c'est de la literature, transparence. Tout leur and immeuble also music. en But Norvège basically, est the idea transparent. behind Et that c'est leur is principe to numéro 1. Pour que open tous up les your citoyens senses, savent to ce qui se passe avec l'argent contextualize, to du make pays. you see the world from new perspectives. Et donc, lui, c'est le patron de cette And école de it's commerce. actually, many business school students believe that they know how the world Donc, il commence par functions and how expliquer it que les operates. gamins And des you écoles think de they don't? commerce, ils croient Well, I connaître le think monde. they're there to learn, right? Yeah. So I think it's a good idea to expose them to things that they don't really understand, where they start asking themselves questions. Et donc, il where faut you provoquer les actually sort gamins. of widen the Faut pas les blinders laisser that we enfermer all dans leur have, not bulle. just students. And art can actually serve Et là, on voit as que a sort of l'investisseur l'écoute. intellectual C'est and un emotional investisseur. itching C'est power pas to make you understand un the world in journaliste. another way, and also increase your humbleness. You become more Et il dit humble. un You truc see très things that you important. don't understand. And La learn to culture, live ça rend with les it. gens humbles. L'art et la création aussi. Mhm. Et en fait, tout ça a structuré une démarche qui est une démarche très importante parce qu'au cours de l'entretien, il explique que, et on y reviendra à la fin, la vraie question, c'est que dans le monde de l'intelligence artificielle et dans le monde dans lequel on est, où la technologie est partout, c'est ça qui est l'antidote numéro 1 pour rendre ces futurs leaders des gens responsables. Et donc, ils sont alignés sur le fait qu'il faut créer des structures pour que les gens soient responsables, conscients de l'environnement, conscients de la richesse du monde et de ses différences, et pas exclusivement concentrés sur des objectifs soit financiers, soit marketing, soit technologiques. Et en gros, c'est un modèle d'éducation qui s'oppose frontalement en fait au modèle américain, tout en ayant les mêmes fondamentaux. Hein. Si vous allez voir cette école, il y a des cours de finance, il y a des cours de marketing, comme dans toutes les écoles de commerce. Mais en fait, ils ont décidé que l'expérience des étudiants doit inclure une ouverture sur le monde permanente. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi l'art. Mhm. Donc, c'est vraiment développer l'intelligence émotionnelle. Exactement. Par exemple, il y a une œuvre d'art au milieu de la bibliothèque. On se dit, c'est pas une table cassée, c'est une œuvre d'art. Et qu'est-ce qu'elle fout là? C'est tout l'objet. After a while, I realized that SSC wanted something more than most business schools. Teaching our students to learn new things Et après, by listening, on leur but apprend through all our à comprendre senses of knowing. et à avoir une If we culture. truly allow it, Il y a des art œuvres can leave a partout. deep Quand vous allez sur le impression, site, il y a changing des the œuvres dans way les you think escaliers, and il y a des see œuvres things. partout dans l'université, enfin dans la fac. Et il y a Voilà, une il y a- pédagogie associée. Exactement. Et donc, il y a des fameuses art classrooms dans lesquelles il y a des installations, en fait. Mhm. Voilà, une classroom. Finalement, ça prouve que c'est presque un antidote à la formation distancielle. C'est-à-dire que le contexte matters. Exactement. Et- Et c'est l'expérience qui compte. C'est vraiment de l'immersif. Hein. En fait, ils sont immergés dans la culture. Ils sont, voilà, toutes ces classes, c'est des designs, c'est les grandes favoris des Suédois, hein, le design, des arts plastiques. Voilà, ça c'est un cabinet de curiosité moderne. Ce sont des œuvres qui sont payées par les entreprises, financées par les entreprises, donc c'est pas dans le budget de l'école. Mhm. L'art provoque, et puis il nous remet en cause. It creates new questions and new answers, which also applies in the business world, in Et là, relationships. c'est ça, c'est pour ça qu'ils vont être des meilleurs We leaders. all have different views. We simply interpret information differently based on our experiences. Et donc, c'est une expérience en fait de la création, et puis ils sont à voilà. Il y en a qui s'en fichent, comme elle dit, il y en a qui disent bon, ok, bon, j'avais des trucs qui étaient des meubles en gros. Et il y en a d'autres qui ont choisi de venir dans cette école. It wasn't the reason why I started here, but I think it's one of the reasons why I stayed at SSC. Donc, c'est un truc de And, fidélisation là. For many students, it's always just like a pleasant surprise. Art and literature helps us to understand other people. It widens our perspectives. It could sharpen our intellect and maybe increase our empathy. Art makes the world. Alors ils sont très
classique des Just like gamins here in the suédois. Marie-Louise Ekman room, art can Et be en fait, extremely precious il y a un côté if finalement realized. expérientiel, avec effectivement de l'art contemporain partout, au lieu d'être, je dirais, dans des musées ou dans des... C'est toute une initiative. Et ils ont maintenant en fait une collection, qui est une collection permanente, hein, comme une institution culturelle, et puis des collections qui bougent. Quand on va sur le site, c'est extrêmement impressionnant. C'est une vraie stratégie. Donc, il y a un côté école de commerce. Puis maintenant, il y a un côté musée. D'ailleurs, dans le podcast, ils expliquent qu'en fait, ça a été élu peut-être l'institution culturelle la plus brillante, ou je ne sais plus quelle était les caractéristiques. Voilà, c'est leur collection. Et il y a l'art dans les salles de classe. Il y a des œuvres partout. Les bulles de transformation, il y a la salle Schumpeter, il y a des œuvres dans les escaliers. Donc en fait, c'est une vraie collection. Je ne sais pas si on peut le visiter. Il doit y avoir des parties qui sont visitables et puis des parties qui sont dans les salles de classe qu'on ne peut pas voir. Il y a du design, comme on le disait tout à l'heure. Donc il y a toutes les formes d'expression. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ça donne envie de visiter d'ailleurs. Et ça a l'air de marcher. Il est clair que le marché de l'éducation, il est en train de se transformer complètement, qu'à partir du moment où on n'est plus dans un programme où les gens arrivent avec une tête vide et puis on la leur remplit, on arrive avec des gens qui doivent décoder une masse et développer un esprit critique, et développer une créativité, une originalité et des soft skills. Exactement. Alors, c'est vrai que tout le monde ne réagit pas, toutes les écoles ne réagissent pas tout de suite parce qu'il y a ce poids du classement, du quantitatif qui vient quand même borner un peu ce qu'on peut faire pédagogiquement. Mais c'est vrai que c'est intéressant et tellement européen cette démarche. De se placer dans une historicité, une créativité, une culture. C'est pas pour rien que ça se passe en Europe, je pense. Tu ne crois pas si bien dire, parce qu'effectivement, il y a l'histoire de la social-démocratie en Suède, mais il y a aussi l'histoire du design suédois qui, depuis toujours, a dit il faut être beau et utile. C'est-à-dire, c'était pour sortir les ouvriers, le peuple, de la médiocrité. Il fallait que ce soit beau. C'est pour ça qu'on a Ikea. Hein, c'est un mouvement qui a débouché sur une façon de faire du design accessible, alors que le design, c'était réservé finalement à une élite. Et d'autre part, c'est un mouvement social, en fait. Hein. Et d'ailleurs, cette école, je crois qu'elle est gratuite pour les Européens. Qui, effectivement, après, je n'ai pas regardé, mais il y a toute une stratégie, en fait, qui est derrière. Et c'est une école de commerce. Il y a une volonté qui est claire, hein, de fabriquer ou de créer un contexte. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans le podcast. Je ne sais pas si on peut voir un deuxième extrait. L'IA nous force à avoir ce genre de... So what is the university to do when it's got a student for 3 years or sometimes even 5 years? What should you learn? Qu'est-ce qu'on apprend? C'est ce que tu disais. On apprend à être. C'est un savoir-être. And what should you learn? I think fundamentally it's about the division of labor between machines and human Déjà, on beings. apprend. Il va y avoir des machines et des robots et des êtres humains. At being machines, we can't beat them in being machines, but they are not human, and they can't beat us in being human because they are it's artificial intelligence. It's not human intelligence. So I think educational institutions should really help students to develop their human intelligence. And in that is, of course, included to understand how AI operates and be sort of maîtriser l'IA, to interact with AI, but then also developing your human skills. So developing, mais avec des qualités humaines. Et elle se développe à travers la fréquentation de l'art. En fait, c'est le rêve des humanités. Et du sport aussi. Your language skills, all these things that AI is doing, but not doing to the same extent. So it's basically trying to be, how do we become, even better humans as the machines are becoming better at what they're doing. Voilà. Et donc c'est sûr que la différence entre un prompteur, un bon prompteur et un super prompteur, c'est quand même la culture générale. Eh bien oui. Et la façon de poser des questions, d'ailleurs, ça se voit. Hein, la plupart des gamins se demandent un peu où ils sont tombés. Hein. C'est ce que la jeune fille, elle dit, bon, moi, je n'étais pas venu pour ça. Mais en fait, ça m'a... Et puis surtout, il faut imaginer
ils vont passer 3 à 5 ans de leur vie. Il n'y a pas que des bachelors, il y a aussi donc des masters et autres. Et que ça forge, je pense, une sensibilité. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, en France, moi j'ai le privilège d'enseigner à l'Institut national de l'histoire de l'art dans le master DMC qui fait partie de la Sorbonne. Et c'est vrai que d'être dans l'univers, dans un monument historique, de voir aussi des œuvres modernes qui sont exposées, ça change complètement la portée de ce qu'on fait. Et en plus, par rapport à l'IA, il y a une mission de subjectivité qui s'impose. Comme on passe tous les jours devant un tableau, à un moment donné, en fait, on se dit qui a fait ce tableau, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça veut dire. Et je pense que même inconsciemment, ça oblige à regarder différemment, quoi. Ce choix de créer cette expérience culturelle, en plus, c'est quand même très bien fait. Hein. Enfin, ils ont choisi des œuvres, enfin, il doit y avoir une curation qui donne l'impression que c'est une éducation d'élite, en fait. Hein. Bon, je crois pas, mais je pense que c'est une initiative qui devrait inspirer. Peut-être que finalement, la meilleure façon de préparer à l'IA, c'est de devenir, comme il dit, encore plus humain. Donc, je trouve que là aussi, c'est à suivre, parce que si ça réussit, je pense que dans ce moment où on est en train d'essayer de trouver de l'autonomie par rapport à l'Amérique, finalement, on a un patrimoine, on a de plus en plus de créateurs, on a un nombre d'outils hallucinants pour s'exprimer. Il suffit de regarder les réseaux sociaux, tous ces gens qui postent des photos, des films, des musiques, plus ou moins fabriqués par eux, en tout cas qui existent dans leur vie. Finalement, c'est de dire aux gens, vous pouvez avoir des vies plus équilibrées et vous pouvez avoir des valeurs qui sont différentes quelque part de celles du MIT ou de Harvard, qui ne sont pas liées à un contexte américain, mais qui sont effectivement un contexte européen. Et c'est drôle que ce soit les Scandinaves qui fassent ça, parce qu'on l'a vu, là, tout le monde parle anglais, ils sont mondialisés au possible. Mais en fait, leur identité, elle est peut-être dans le design suédois, quoi. Elle est dans la façon d'être. Après, par exemple, le PFL à Lausanne, eux, ils font un énorme effort sur l'architecture. Ouais. Alors, ils sont plutôt dans le modernisme, etc. Mais ça tend à créditer qu'effectivement, le contexte d'un centre intellectuel, parce qu'une école aujourd'hui, c'est plus un endroit où on fait que de la formation, c'est un endroit dans lequel il y a un pôle d'intérêt qui n'est pas tout à fait celui de l'entreprise, qui a une autre démarche, où on peut travailler sur des choses à long terme, rentables, pas rentables, etc. Donc, le lieu est super important. C'est vrai que quand on va à Oxford ou quand on va à Berkeley, il y a une mythologie autour de ça, il y a une atmosphère et il y a une personnalité qui se fait à travers le lieu. L'autre chose intéressante que je trouve dans cette opération, c'est aussi que ça dynamise le marché de l'art. Hein. Ça permet aussi à pas mal d'artistes d'être exposés, d'être vus en permanence par des jeunes. Il y a aussi des jeunes qui vont intégrer ça dans leur sensibilité. Non, je trouve que c'est très, très brillant parce que c'est pas comment dire, simplement un positionnement marketing. Moi, au début, j'ai cru que c'était ok, on va se différencier par l'art, on va faire 3 trucs qui vont être dans le hall d'entrée, et puis on pourra mettre sur notre plaquette que on est l'école la plus... En fait, non, c'est dans toutes les salles, c'est dans les escaliers, sur tous les murs. Et donc, je pense que c'est en fait, c'est une autre forme de musée, en fait, en quelque sorte. C'est une autre forme de galerie. Et de la même façon que c'est Koolhaas, le grand architecte hollandais, qui a dit que les musées allaient devenir des boutiques. Et il a dit les boutiques vont devenir des musées. Et je pense que là, c'est les universités qui peuvent devenir des musées. Et quand on y pense, c'est quand même enfin, ça donne envie, quoi. Tout simplement, je me suis dit, c'est peut-être le meilleur message à délivrer aux gens des industries créatives, c'est de dire non, mais vous n'êtes pas du tout rayé de la carte. On a encore plus besoin de vous, et peut-être que vous allez nous aider peut-être à rester libre, en tout cas à rester critique, quoi. Donc, de toute manière, le beau est un besoin alimentaire, élémentaire plutôt. Alimentaire, c'est joli aussi. Mais bon, il suffit d'aller dans les grottes préhistoriques pour voir que c'est un besoin vital. Voilà. Exactement. Voilà, écoute, ça nous réconcilie un peu et ça a fait que les gens sont moins désespérés, tant mieux. Alors, c'est quoi ton petit sujet de la semaine ? C'est toujours de l'art. Il y a eu, je crois que ça a été évoqué dans une édition précédente, une vente de Christie's, la première vente entièrement dédiée à l'art IA.
qui s'est terminée le 5 mars, sur une note, on va dire, un peu mitigée. Donc cette vente, elle a réalisé 730 000 dollars de recettes, donc ce qui est pas mal, mais qui s'est concentré sur quelques œuvres. Hein. Plus de la moitié des recettes étaient sur une œuvre de Refik Anadol, donc qui a exposé au MoMA cette année, et sur une autre œuvre qui avait d'ailleurs été évoquée ici, de Oli Erdnon et Matt Dryhurst. On les connaît pas encore très bien, mais voilà, à eux deux, ils ont fait déjà la moitié des recettes. Alors il y avait eu aussi une vente chez Sotheby's qui avait vu une œuvre dépasser le $1 million. Donc commence à émerger. Ce qui est intéressant, alors il y a eu effectivement une polémique avec des artistes qui ont protesté, et d'ailleurs des amateurs d'art aussi, sur le fait que le monde de l'IA étant le monde du pillage des artistes, c'était pas très digne de la part de Christie's de s'engager là-dedans, mais néanmoins, il faut quand même se poser des questions, puisque finalement, sur les enchérisseurs, les gens qui ont participé à la vente, 48% étaient des gens issus de la Gen Z et des millennials, et 37% étaient des gens qui n'avaient jamais fait une offre dans un cadre de vente d'art. Donc, on voit bien qu'il y a une forme d'art qui vient se créer et qui vient se développer avec des nouvelles personnes, des nouveaux codes. L'ARIA, c'est pas forcément du digital. Il n'y a que 25% des œuvres qui étaient du pur digital. C'est aussi de l'huile, de la sculpture, etc. Donc, il y a une diversité d'offres qui commence de propositions qui commencent à se mettre en place, avec pour l'instant un déficit de notoriété des artistes, ça certainement. Et donc, ça se concentre et c'est en train de se construire. Mais en tout cas, il y a un nouveau public pour cette ARIA. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire aussi, c'est que ça a suscité des débats chez les artistes. On a reçu un photographe, Dimitri Danilov, qui lui était pour. Il disait, mais en fait, c'est de la création. C'est pas parce qu'on a de l'IA dedans que c'est du vol. Parce qu'en fait, moi, je contrôle totalement mon IA. Donc, les avis sont partagés. Et puis, au fond, ça attire finalement, c'est un peu comme ce dont on parlait dans cette école suédoise, ça attire, ça fait venir, ça sensibilise à la création des nouveaux publics, des gens pour lesquels aller dans un musée, c'est un événement ou c'est pas du tout quelque chose qui existe. Et je trouve que ça, c'est quand même intéressant. Alors évidemment, c'est Christie's qui le fait, ils ont intérêt à pas laisser partir les nouveaux clients, mais je trouve que c'est enrichissant avec des risques, quoi. Voilà. Et puis, on oublie, mais toutes les nouvelles formes de création provoquent des scandales. Les refuser, c'était les impressionnistes. Aujourd'hui, les gens vont les voir dans les musées. Tout le temps, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, des conservateurs, en fait, tout simplement, qui disent c'est inconnu, donc c'est à bannir. Avec le temps, peut-être que Refik Anadol ou un gars que personne n'a été voir, mais qui avait du talent, deviendra une référence. Et précisément, c'est vrai que ça ressemble un peu au salon des refusés, quoi. Enfin, c'est des gens qui ne sont pas chics au sens strict du point de vue de l'art. Mais en revanche, s'il y a du talent, peut-être qu'ils ont une chance. Je sais pas, moi, je suis plutôt optimiste et curieux, donc je me dis qu'il y a peut-être des perles. Et pour en voir beaucoup sur les réseaux sociaux, je pense que les vraies galeries d'aujourd'hui, elles sont dans les réseaux sociaux. En tout cas, sur Instagram ou n'importe quelle destination. Oui, il y a une dimension de découverte qui est énorme. Ben, oui, ça nous met sous les yeux. Il suffit qu'on ait un pote qui ait aimé quelque chose. Par exemple, le jour où tu nous as dit David Soder, moi, je le regardais, mais c'est toi qui m'as fait découvrir sa création. Tu vois, je connaissais David Soder, mais je n'avais pas pris le temps de... Et c'est parce que le réseau social, l'algorithme ou ton intervention ont fait la différence pour que je m'intéresse à David Soder. Tu vois. Donc, je pense qu'on est aussi, et c'est d'ailleurs tant mieux, dans parfois des belles histoires, quoi. Voilà. Moi, j'ai un sujet qui est pas léger, mais qui est un petit sujet qui a une longue portée. C'est l'usage, finalement, des robots avec de l'IA pour finalement s'occuper des personnes âgées au Japon. Voilà, pour faire des massages, pour aussi finalement s'occuper des personnes qui sont... voilà, par exemple, on voit bien là le système de reconnaissance.
The project is funded by a government program designed to C'est financé foster par le gouvernement disruptive japonais. innovation to resolve difficult societal issues. Professor Shigeki Sugano leads the research. やはりこれから高齢社会 As we are entering a super aging society and the birth rate is Voilà, declining, ils en sont à dire we c'est will une need robots super supporting aging society. providing medical and C'est pas de elderly care. vieillissement And in our daily comme on le lives. connaît, c'est qu'ils n'ont plus le personnel で残念 pour ながら s'occuper des Unfortunately, personnes the qui ont current des robot problèmes de handicap technologies are physique. still in a premature stage when Voilà, it donc comes c'est to tout nouveau, interacting with people and supporting them. The ultimate goal mais of our c'est pour project is to accompagner somehow achieve dans that. tout le 最終 quotidien. 目標です。 Sugano says ERAC can make Voilà. physical contact with people safely and C'est pour aussi aider les soignants à avoir des contacts sécurisés avec et moins fatigants. Il faut bien voir que le vieillissement en Japon, c'est un phénomène considérable, puisqu'à un moment donné, la population japonaise va baisser dans les années qui viennent, et donc de plus en plus de vieux, de moins en moins de jeunes, et de moins en moins de personnes pour s'occuper des personnes âgées et pour maintenir du lien. Par exemple, là, ce système de robots pour finalement faire de l'entretien, on va voir à côté la soignante. Says a chronic labor shortage in the elderly care sector will likely only get worse. 少しリバイス He believes the days when Donc c'est un robots will business, work alongside donc c'est des human startups. caregivers are quote certain to come. Resident Yukiko Namikata was asked about her view on the possibility of having a robot care worker. Oui, je pense que c'est l'avenir. Et en plus, pour le coup, c'est un usage de l'IA, un usage des robots qui a beaucoup de valeur et de sens. Donc il y aura forcément beaucoup de startups, beaucoup de sociétés qui vont s'intéresser à ça. D'abord parce que ça rend service aux aides-soignants, aux infirmiers. From human interaction between residents and caregivers, and the subtle communication, such as reading the room and understanding the situation, might be difficult to replicate. コミュニケーションの部分が再現できるのかなっていう。 Donc là, on voit toutes les nouvelles formes d'intervention mécanisées et avec de l'IA. Les massages, évidemment. C'est vraiment étonnant, même si ça nous trouble. Comment tu vois ça, Sandrine? Ben, pour l'instant, c'est un peu cringe, hein, faut bien le dire. C'est-à-dire que, bon, on se dit, voilà un pays qui est en déclin démographique et qui préfère confier ses aînés à des machines qu'à des immigrés. Bon, donc c'est le premier réflexe qui me vient. Et puis, voilà, il y a toute une dimension de sensorialité, voilà, d'intelligence émotionnelle, encore une fois. Alors après, il y a effectivement des problématiques de recrutement. Ouais. Il y a aussi des tâches à accomplir qui sont gênantes autant pour l'assistant que pour la personne. Et on se dit qu'effectivement, il y a probablement là-dedans des cases qui sont intéressantes d'un point de vue d'hygiène ou de tâches répétitives ou de choses comme ça qui sont intéressantes. Il y a aussi une idée de responsabilité, de sécurité. C'est-à-dire que tout ce monitoring, s'il permet une plus grande autonomie, un établissement des responsabilités des personnes qui s'occupent des personnes, c'est intéressant. Ça enlève beaucoup d'interactions humaines et on sait que c'est aussi un des secrets de la longévité, c'est les interactions sociales. Donc, elles ne peuvent en aucun cas se substituer à ça, pour moi. Alors, c'est un des pays au monde où il y a le plus de personnes âgées qui vivent longtemps et très longtemps même. Je crois que c'est un des recordman du nombre de centenaires avec la France. Et puis, je crois qu'ils ont, comme ils sont dans un vieillissement, un super aging, comme me disait le professeur qui s'occupe de ça, ils essaient d'innover en fait. Et surtout, ils essaient même de créer des boîtes. Je crois que l'intelligence artificielle générative va apporter beaucoup de choses au niveau de l'interaction, au niveau de tout le système vocal. Parce que quand les gens sont handicapés, finalement, les interfaces sont de plus en plus avec la voix, quand ils ont conservé des capacités cognitives. Et c'est vrai que moi, je vois ça dans l'autre sens pour avoir la charge de personnes qui sont dans ces situations-là. Je trouve que si c'est fait avec des humains, au fond, c'est un peu la même conclusion qu'ailleurs, et si ça augmente la capacité des êtres humains qui soignent et la capacité des gens qui sont accompagnés, finalement, ça vaut le coup. C'est pas idéal, mais c'est mieux que la solitude totale ou l'absence de soins. Et puis, par ailleurs, si ça remet de l'émotionnel,
C'est la même chose qu'avec les étudiants qu'on a vus dans les écoles suédoises. Si ça remet de l'émotionnel et si ça permet de maintenir l'intelligence humaine à un niveau comment dire, d'éveil, voilà, c'est mieux. Hein. Et on va de toute façon tous passer par ces situations parce que toute l'hémisphère nord finalement est en train de vieillir à vitesse grand V. Et les Japonais sont juste quelques décades avant nous, mais voilà. Après, il manque une dimension, à mon avis, c'est la dimension haptique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne âgée n'est quasiment plus touchée, en tout cas par les personnels encadrants, qui sont toujours avec des gants en latex, etc. Et donc, je trouve qu'il manque encore des briques pour se dire qu'on peut bien vieillir avec ça. Voilà. Oui, non, je pense que oui, c'est vrai. Bon, c'est pas parfait, mais je trouvais que c'était intéressant. Puis surtout, là où on a beaucoup de questions sur à quoi servent toutes ces technologies, finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un délire technologique? Là, pour le coup, je crois que ça sert à quelque chose. Alors, est-ce que c'est bien fait? Peut mieux faire. Est-ce que ça sert quand même? Ça peut. Je crois que pour le coup, c'est vraiment utile, même si c'est pas très bien fait encore. Ouais, si ça favorise l'autonomie, et notamment tout ce qui est les problèmes de garde de nuit, de choses comme ça qui aujourd'hui amènent directement à l'EHPAD, ça peut être une bonne chose, effectivement. Ouais. Bon, alors, ce n'était pas le sujet le plus léger de la semaine, mais en tout cas, c'est un sujet utile. Merci de tout ce que tu as présenté. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer l'exploration du monde. Avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à réagir comme toujours. Merci. À la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Salut.